Bonjour, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va, famille. J'ai dit le capitaine Ibrahim Traoré encore, il a encore limé. Fort comme formol. J'ai dit, hein, pourquoi je ne peux pas être fière de mon mari là comme ça? Pourquoi je ne peux pas aimer mon mari là? Pourquoi que je ne peux pas soutenir mon mari là comme ça? J'ai dit, la fierté, la dignité, l'honneur, il a fait quoi? C'est fort des familles. Premièrement, la vidéo que je vais vous laisser écouter, c'est l'ordre de sa prononciation sur les 3 dirigeants. Pour quelles raisons il y a eu le coup d'État. Donc, je vais vous faire passer cette partie et après, je vais vous faire passer partie par partie. J'ai dit, c'est trop fort. Il a lumière. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré, je te jure là. Ouais, fort comme formol seulement. On avance, on recule pas. C'est ça qui est là aux familles. Écoutons. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Alain. Merci de nous recevoir. Évidemment, aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question, puisque c'est ça l'actualité. 3 États. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait donc, de ces 3 pays regroupés au sein donc, de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ses valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, qu'avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez perpétré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, mais puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'avoir ces États en crise pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques, les civils? C'est votre sentiment? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment vous expliquez que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent on ne veut plus de civils? Non, les militaires n'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre cette décision, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé donc de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent ils s'en vont parce que nous, on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous? Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des putschistes civils? Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Des civils, il y en a. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple sous le silence
La CEDEAO ferme les yeux et les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO. Alors, Monsieur le Président, on dit, OK, nous quittons la CEDEAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. Mais, Monsieur le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays de la CEDEAO que vous quittez du jour au lendemain? Comment ça va se passer exactement? Parce que les textes disent qu'il faut au moins une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or là, vous dites non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites les textes disent, mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Ça se fait à la tête du client, c'est ce que nous avons remarqué. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons panafricains. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. A priori, mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va en parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire il ne peut plus aller au Burkina, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre en temps opportun. C'est bien réfléchi, Monsieur le Président, ce départ de la CEDEAO? Bien sûr, très bien réfléchi. Ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de peser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc si c'était un coup de cœur dès les premiers moments de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on a pris le temps d'observer, d'analyser la situation et de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, est-ce viable l'AES? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable? Vous savez très bien que c'est plus que viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit en termes de regarde les économies, Monsieur le Président, si je vous permettez, c'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui? Comment ça va commercer? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchirée par des régimes passés. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes aujourd'hui. C'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte que nous ne devrions pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production, normalement, les États de l'AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça et nous sommes en train de tout faire pour que nous n'importions rien en ce qui concerne ce que nous consommons. En termes de richesse, dans famille naturelles, je dis les richesses naturelles, donc, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi en surface. On ne sait même pas quoi dire. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite. Des projets inventés par-ci, par-là, par exemple pour nous donner de l'eau potable. L'AES, c'est une grosse réserve de souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits comme, j'aime le dire, le karité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas planté. C'est Dieu qui l'a donné. Mais c'est très riche. Les gens le prennent, ils le transforment. Donc nous sommes conscients de nos potentialités. Non, j'adore mon président. J'adore.